Merci à vous d'être là. Merci aux 3 députés européens qui ont permis cette journée. Merci à Acte 67, à Roosevelt, à TAC. J'ai retenu les interventions tout à l'heure, énergie, détermination, pédagogie. On va essayer de faire ça ensemble cette journée. Allez, comme on est peut-être beaucoup à penser la même chose, j'ai commencé par me fâcher d'être désagréable. Partage du travail maintenant. Ça ne veut évidemment rien dire, puisqu'il est déjà partagé. Donc, ne disons plus jamais ça, et disons un autre partage du travail maintenant. Il y a un truc qui est vachement bien, mais je vais l'allumer. Edgar Morin, vous le savez, qui a cofondé le collectif Roosevelt, disait dans un de ses livres, « Comme des somnambules, nous marchons vers la catastrophe ». Alors la catastrophe, on la voit arriver. Les somnambules, c'est pas que les autres. C'est souvent, on l'est un petit peu, on est debout, on marche, on n'est pas du tout réveillé, et on se fait endormir. Derrière le partage du temps de travail, Philippe Lamberts avait raison, derrière ce débat-là, il y a des gens qui n'en veulent pas. Parce qu'effectivement, beaucoup de chômeurs, ça permet de faire plus de profit. Mais il y a aussi des gens qui sont contre de manière sincère. Parce qu'il y a un rouleau compresseur qui est passé et qui a dit des choses. Et que globalement, je vais être très cash, on s'est tous fait arnaquer depuis des années. Ce débat sur le partage du temps de travail, c'est l'histoire d'une arnaque. Et cette arnaque, on va essayer de la démonter, parce que si on ne fait pas la pédagogie qui était évoquée tout à l'heure, on ne peut pas faire avancer la question. Quand on en parle, ça paraît assez simple. On se dit, bah oui, effectivement, il y a des gens qui ont zéro. Si on était autour d'une table, ça ne marcherait pas, quoi. On fait un dîner, puis il y a quelqu'un qui voit les plats passer, puis il n'a jamais le droit de manger. Ça ne marcherait pas. Ça serait bon. Or là, ça marche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la tête qui empêche de penser que c'est anormal. Il faut trouver ce que c'est. Alors, sur le... Non, il ne marche plus déjà ? Je l'ai cassé ? Non. Donc je dis, il faut se réveiller. Donc, au niveau du chômage, on ne va pas forcément, vous le savez tous, mais n'empêche que ça monte. Et effectivement, on dit, comme c'était rappelé tout à l'heure, le pire est derrière nous. Non, le pire n'est pas derrière nous. Sinon, ces courbes seraient en train de baisser. Elles ne sont pas en train de baisser et atteignent des niveaux dramatiques. Alors, voilà les taux de chômage. Quand on regarde ça, on se dit qu'il y en a qui en ont, que tout le monde en a trop, mais enfin qu'il y en a qui en ont beaucoup, beaucoup plus que les autres. Et ce schéma-là est la chose la plus marquée dans la tête des adversaires à un autre partage du travail. Parce qu'il y en a qui se disent, en fait, on n'en a pas beaucoup du chômage. Et quand vous regardez les débats politiques, il y a toujours quelque chose qui vous dit, en France peut-être encore plus qu'ailleurs parce qu'on a un petit côté sadomasochiste, et on se dit, mais... Et on se dit, en fait, les États-Unis, on a l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de chômage. L'Allemagne, on dit 5,6% de chômage, c'est vachement bien en ce moment, 5,6% de chômage. Et puis on entend même parler des pays qui descendaient avant la crise à 3%. Donc on se dit, on fait mal les choses, et puis il y en a qui y arrivent. En fait, ce n'est pas le cas. Personne n'y arrive. Mais ce chiffre, ce truc-là, de faire croire que certains s'en sortent bien, c'est ça qu'il faut démonter en tout premier. Non, en fait, on va voir que personne ne s'en sort mieux que les autres. Ça, là, quand on est ici, ça c'est chiffre de ceux qui sont à zéro, hein, les chômeurs, zéro. Maintenant, regardons, il y a ceux qui travaillent, regardons ceux qui sont entre les deux. Ceux qui ne sont pas à temps plein et ceux qui ne sont pas à zéro. En Europe, vous avez en marron, vous avez le taux de temps partiel. Et vous voyez en fait qu'il y a des pays, donc échelle de gauche, vous avez plusieurs pays, ceux qui sont sur la droite là, ils atteignent ou ils dépassent 25%. 25%. Ça veut dire une personne sur 4 qui est à temps partiel. Alors c'est énorme, hein, une personne sur 4. Et ensuite, en rouge, vous avez ce temps de travail-là, la durée de ces temps partiels. Parce que ne pas être à temps plein, ça peut être, vous êtes à 30 heures, vous êtes à 28, vous êtes à 8. Bon. Donc, regardons très clairement combien ils travaillent. Et vous vous rendez compte qu'avant même la crise, quand ça allait entre guillemets mieux, il n'y avait qu'une façon, en Europe, d'avoir moins de 6% de chômage. Une seule. Tous les pays, tous qui avaient moins de 6% de chômage, ils partageaient 2 chiffres. Le premier, ils avaient mis 25% des gens à temps partiel. Donc une personne sur 4 était à temps partiel. Et ces temps partiels-là ne dépassaient jamais un mi-temps. Donc, tous les pays, tous, qui avaient moins de 6% de chômage, un chiffre flatteur, avaient en fait mis une personne sur 4 à mi-temps.
partage du travail colossal. C'est-à-dire, toi, tu es à temps plein, toi, tu es à temps plein, toi, tu es à temps plein, toi, tu es à mi-temps. Et puis on repartait. Toi, tu es à temps plein, toi, tu es à temps plein, toi, tu es à mi-temps. Tous ces pays-là ne sont parvenus à ce chiffre du chômage flatteur uniquement parce qu'ils ont fait ça. Donc, en Europe et dans le monde, quand on regarde les pays développés, personne n'y arrive, pour de vrai. Si ça c'est ce que je viens de synthétiser. Donc c'était vraiment, il y avait c'est important de dire qu'il y avait un troisième chiffre qu'ils partageaient également tous, c'était que 40% des femmes étaient à temps partiel. C'est-à-dire que non seulement il y avait les temps partiels dépassaient 25%, mais étaient très 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 largement portés par le travail féminin mis à temps partiel, donc ce qui est un troisième chiffre marquant. Donc en fait, juste pour voir si vous avez une bonne santé mentale, à la première ligne, si vous voyez 2 ronds verts, vous avez raison. Si vous voyez 3 ronds verts à la deuxième ligne, c'est l'arnaque permanente. C'est ça. Non, il n'y a toujours que 2 cercles verts à la deuxième ligne. Et c'est uniquement comme ça qu'on se retrouve avec moins de personnes qui tirent la gueule, en apparence, à savoir les chômeurs. Mais ça, c'est l'arnaque permanente. Permanente. Pourquoi quelqu'un de droite dit « mais si, il faut libéraliser comme en Angleterre ou comme aux États-Unis » Ensuite, ou alors, n'importe quoi, il vous dit il faut faire ça comme ailleurs. Sous-entendu, comme ailleurs, qui a moins de chômage. La preuve, ils réussissent mieux que nous, donc il faut faire comme eux. Donc tant qu'on ne montre pas qu'ils ne réussissent pas mieux que nous, c'est raté. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, certains s'en sortent mieux. Et c'est faux. Alors, je me suis dit, mais en fait, on va faire un calcul qui, bizarrement, n'a jamais été fait. Il n'est pas très compliqué. Hein. On a dit, si on coupe un truc en 2, on dit que ça fait toujours 1. Et donc, on a regardé pour de vrai, par pays, pour 100 personnes qui arrivent sur le marché du travail, combien de travail équivalent temps plein était fourni. Donc, si vous donnez un temps plein, on compte 1. Si vous donnez demi-temps, on compte 1. Si vous donnez 3 tiers-temps, on compte 1, etc. Vraiment, en tout, ça fait combien? Et vous vous rendez compte, en fait, que les pays donnent quasiment tous la même quantité de travail. Certains décrochent un peu, on va y revenir. Mais aujourd'hui, la France est à, selon comment on compte, mais entre 9 et 11% de chômeurs. L'Allemagne est à 5-6. Tous les jours, vous voyez dans la presse française, l'Allemagne a 2 fois moins de chômeurs que les Français. Bon. Maintenant, on regarde combien de travail équivalent temps plein l'Allemagne donne pour 100 personnes. Elle en donne 81,2. Et la France, quasiment la même chose, légèrement plus, 83,1. Et c'est pareil pour à peu près tous les pays. La vérité, c'est que quand il y a aujourd'hui en Europe, quand il y a 100 personnes qui se présentent sur le marché du travail, on n'a que 81, 82 ou 83 emplois à donner. Et donc, vous pouvez prendre n'importe qui vous dit, qui commence sa démonstration intellectuelle, politique, en disant il y a des pays où il y a moins de chômage, c'est exact. Il y a des pays où le taux de chômage est inférieur. Mais le sous-emploi est le même dans tous les pays. Et c'est même frappant de voir à quel point c'est le même. C'est-à-dire que les différences sont faibles. Il y a un pays qui s'en sortait, qui est encore en avance et qui s'en sortait encore un peu mieux avant la crise, c'est la Finlande. Mais globalement, sinon, les pays donnent la même quantité de travail. Et donc, les débats économiques sont globalement faux. C'est-à-dire, c'est génial. Ça permet de dire qu'il y aura une grosse différence entre la gauche et la droite. Il y en a plein, évidemment. Il y en a plein, on est bien d'accord. Mais par contre, les économies qui ont été longtemps portées par des mesures de gauche, les économies qui ont été longtemps portées par des mesures de droite, aucune, pour l'instant, n'est parvenue à donner significativement plus de travail à 100 personnes qui arrivent sur le marché du travail. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien fait. Ça veut dire que visiblement, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'a pas permis de passer un cap décisif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de décisif qui bloque les pays, qu'ils soient de gauche ou de droite, donc les raisonnements, et qu'il y a un élément décisif qui n'est pris en compte ni par la pensée de gauche telle qu'elle a été au pouvoir pendant assez longtemps, ou la pensée de droite qui a été au pouvoir pendant assez longtemps. Pour être bien sûr de ça, on a fait un calcul, on a dit finalement, parce qu'on va dire oui, mais attention, les Français ils travaillent moins, les Allemands ils travaillent plus, les Anglais ils travaillent, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On est en 2012 et on prend 100 actifs en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Donc en rouge, c'est les chômeurs,
En orange, c'est les temps partiels, et en vert, c'est les temps complets. Et puis, j'ai regardé combien de temps ils travaillaient par semaine. On multiplie. Les 5, en Allemagne, on part en Allemagne. Les 5,6 au chômage, ils travaillent 0. Les 24,3% qui sont à temps partiel, eux, ils fournissent 444 heures de travail. Et ceux qui sont à temps plein, j'ai pris les chiffres de temps de travail de l'Allemagne, ils fournissent 2916 heures. Donc on arrive à 100 actifs en Allemagne produisent 3360 heures. Même calcul en France, 3296 heures, soit 2% de moins. Et au Royaume-Uni, 3260 heures, soit 3% de moins que l'Allemagne. Ça veut dire en fait que chaque pays fait comme il veut, avec sa culture plutôt vers le temps partiel, avec sa culture qui donne une préférence à des temps pleins, au chômage. Mais quand on prend 3 pays de taille comparable, si vous voulez, en Europe, la différence de travail, de quantité de travail produite par 100 actifs, elle est entre ces 3 pays de 2% ou de 3%. C'est nada, c'est rien. Ça veut dire que, et Dieu sait qu'il y a des différences d'organisation entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Mais là encore, quelle que soit la façon qu'ils soient organisés, 100 actifs produisent à 2 ou 3% près exactement la même chose. Donc il y a à nouveau cette chose qui fait qu'il y a un élément qui fait que nos économies ont le même destin. Gauche et droite, sur cette question-là, force des caricatures. On force des caricatures pour dire non, on est très différent des Anglais, on est très différent des Allemands, on est très différent des Français. Pour de vrai, pas du tout. Et pour montrer comment on peut arriver au même résultat avec 2 cultures différentes, voici comment la France et l'Allemagne ont chacun entre 1993 et 2007, donc à l'époque où la France est très connue pour faire les 35 heures, et donc la France est présentée comme étant un pays qui est le seul à baisser le temps de travail. On voit en fait que la France en gris et l'Allemagne en rouge, les deux baissent de la même manière, en tout cas autant, plus exactement, les deux baissent autant leur temps de travail sur la période. Mais en rouge, les courbes, c'est le temps partiel. Et vous voyez qu'en fait, la France, les petites barres grises, la France n'augmente pas son temps partiel entre 1993 et 2007. Elle baisse son temps de travail en faisant passer les 35 heures. L'Allemagne n'est pas du tout connue pour être un pays qui a fait les 35 heures en Europe. D'ailleurs, elle ne les a pas faites telles quelles par une loi. Mais par contre, on voit que l'Allemagne, petit à petit, sans faire les 35 heures, sans avoir comme ça un affichage volontariste de baisser le temps de travail, on voit les barres rouges qui grignotent, qui grignotent, qui grignotent, qui grignotent. Et à l'arrivée, on est parti du même point, on se retrouve au même point. Sur ces années-là, les 2 pays, chacun à leur manière, ont baissé autant le temps de travail. Pour être bien certain que les différences, en haut, vous avez donc 3 pays, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. En haut, c'est le temps de travail des salariés à temps complet. Il est exact, par exemple, de voir que la France, qui a fait les 35 heures, travaille un petit peu moins, les salariés à temps complet travaillent un petit peu moins, 38,1 heures. Mais on a également beaucoup moins de temps partiel. Ce qui fait qu'à l'arrivée, si on prend le temps de travail moyen d'un salarié, qu'il soit à temps complet ou à temps partiel, en proportion évidemment, on se rend compte que les 3 pays sont à 35 heures, évidemment. L'Allemagne est à 34,6, la France à 35,3, le Royaume-Uni à 35. Vous voyez là aussi que c'est le même destin. En fait, en gros, aujourd'hui, l'Europe entière, pour de vrai, est à 35 heures. Toute l'Europe est à 35 heures. Et il n'y a pas que l'Europe qui est à 35 heures. Là, je suis sur le ministère du Travail, copie d'écran du ministère du Travail américain, site officiel, le dernier qui est sorti. Vous avez secteur, l'ensemble du privé. Industry, total private, c'est tous les secteurs. Qu'est-ce qu'on se retrouve au mois d'octobre? Aux États-Unis, 34,4 heures. Donc on peut passer l'Atlantique aussi. Les États-Unis sont à 35 heures également. Vous voyez, ce sont les chiffres officiels. Tout le monde est à 35 heures. Pour voir la différence d'organisation, j'ai fait un petit calcul. Parce qu'évidemment, on a vu au début qu'il y avait ces taux de chômage qui sont flatteurs et qui organisent, qui structurent la pensée, le débat. Alors j'ai fait un calcul, je me suis dit, mais si en France, entre guillemets, on s'organisait comme en Allemagne, en Angleterre ou dans une bonne partie des pays scandinaves, c'est-à-dire que, imaginons que les heures de ceux qui travaillent, pas les chômeurs, les heures des autres,
On dit, ben, en fait, en France, il y a une personne sur 6 à temps partiel. Dans les autres pays, il y a une personne sur 4 à temps partiel. Et les temps partiels qui sont en Allemagne, en Angleterre, je disais, sont à 18-19 heures. En France, on est à 23 heures aujourd'hui en temps partiel. Donc on a moins de temps partiel et ils sont plus longs. Donc j'ai dit, ben, changeons la clé, en fait. Imaginons que la France s'organise, répartisse, qu'elle ait une autre culture et qu'elle ait réparti ses heures au modèle nordique, si vous voulez. Donc j'ai uniquement réparti ses heures. En fait, la France ne travaillerait pas, on est bien d'accord, hein, la France ne travaillerait pas une seule heure de plus. Juste, elle aurait donné plus à des temps partiels et moins à des temps pleins. Le gain pour la France, ce serait 1 million de jobs. 1 million. C'est-à-dire qu'il y aurait 1 million de postes de travail ouverts en plus en France. Ce qui veut dire que ça ferait probablement baisser le chômage de 700 000. En travaillant, une fois de plus, aucune heure de plus. Juste qu'on a dit, ben, là, il y avait 2 postes, on va en prendre un, on va le couper en 2. On vient de créer un poste. On n'a pas créé une heure de travail, mais on a coupé en 2. Donc, pour vous dire la puissance de l'impact de cette façon de répartir, pour un pays comme la France, 1 million ça ferait 1 million de jobs supplémentaires avec 0 heure de travail en plus. On parle parfois du coup, c'est pour devancer une critique que des adversaires pourraient faire, hein, toujours de la pédagogie. Dire, oui, mais il y a des pays où ça travaille plus, il y a plus de gens qui restent chez eux, etc. Bon. Quand vous regardez en bleu, vous avez le taux d'emploi, c'est-à-dire le nombre de gens qui travaillent par rapport à l'ensemble de la population de l'âge concerné. Hein. Alors on voit, oulala, il y a des pays qui montent super haut. Vous voyez les Pays-Bas qui montent à 75%, 77%. Bon. Aux Pays-Bas, il y a 49% de temps partiel. Donc effectivement, presque tout le monde bosse un peu, a un bout d'accès au travail, etc. Puis il dit, ok, d'accord, il y a le taux d'emploi, mais faisons le même raisonnement que tout à l'heure. Faisons-le en équivalent temps plein. C'est-à-dire, il y a combien d'équivalents temps plein de travail par rapport à un bassin de population. Et là, vous voyez que, à nouveau, tout le monde se retrouve dans le secteur du milieu, là, vers 62% en gros. Et les Pays-Bas, qui avaient un taux d'emploi si phénoménal, se retrouvent en dessous de la moyenne. Hein. Donc il faut vraiment voir ça. Là aussi, vous voyez qu'il y a un destin commun dans les pays européens, au milieu à 62, 63. Et donc, il ne faut pas se faire arnaquer intellectuellement. Qu'est-ce que ça veut dire le plein emploi ? Le plein emploi, ce n'est pas un taux de chômage bas. Puisqu'on a vu qu'on pouvait avoir 3 ou 4% de chômeurs et pas plus d'heures travaillées. Le sous-emploi le plein emploi n'est pas un taux de chômage bas. Il faut regarder. Si on doit se fixer un objectif, et ça peut être un des objectifs dans le cadre d'un traité social, il y a eu des objectifs de convergence en matière de déficit, d'inflation. Il faut se fixer des objectifs en Europe en matière d'emploi. On peut dire, pour 8 actifs, il faut 7 emplois équivalents temps plein. C'est-à-dire un taux de 87,5. On en est... Voilà. Le pays qui fait le mieux, la Finlande, est à 85,7. Il faut monter tous les pays qui sont à 81, 80,2. Il faut les monter à 87,5, ce qui fait schématiquement 7 emplois équivalent temps plein pour 8 actifs. Et en même temps, il faut regarder la participation. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas, par exemple, les femmes qui restent à la maison, parce que c'est une façon d'arriver à des chiffres, éventuellement présenter des chiffres meilleurs. Et donc, il faut dire, en gros, un ratio de 2 emplois équivalent temps plein pour 3 personnes en âge de travailler. Les pays qui arrivent à ça pourront dire, on est en situation de plein emploi. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je vais vous faire une phrase choquante, je suis pour 10% de chômage. Si les 90 autres bossent à temps plein, je suis pour 10% de chômage, et on n'est même pas, dans ces cas, on ne sera pas à 87,5, on sera à 90. Parce qu'aucun pays, depuis 40 ans, aucun pays n'est arrivé à ça. Mais moi, je veux bien 10% de chômeurs, enfin, c'est pas ce que je fais dans la vie, mais si vous voulez, à 10% de chômeurs et 90% des gens à temps plein, on fait monter le ratio à 90. Donc, c'est pour ça que, 10% de chômeurs, ça paraît absurde comme objectif. Oui, ça paraît absurde comme objectif, 10% de chômeurs. Mais comme 5% de chômeurs paraît absurde si on ne dit pas comment il est obtenu. Hein. Et donc,
Si tous ces pays sont chaque fois, avec leurs modèles différents, leur histoire différente, sont si proches dans leurs résultats, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'impose à eux de manière commune et qui est plus fort que la différence de politique qu'ils ont menée. Et Dieu sait qu'il y a des politiques qui sont pourtant pas les mêmes, qui sont déjà des différences. Mais si ça écrase ces différences-là, c'est que ça s'impose réellement à tous. La première chose, c'est qu'on peut dire au revoir à la croissance. Tous. Donc, il y a cette croissance qui pèse sur tous les pays. Et donc, tous ceux qui annoncent le retour de la croissance sont des rigolos. Et une fois de plus, ceux qui y sont parvenus en ayant un petit peu plus de croissance momentanément étaient des petits tricheurs qui, en fait, se sont endettés encore plus que la croissance qu'ils ont obtenue. Donc, une fois de plus, quelqu'un qui vous dit chez nous, dans tel pays, on a 1,5% de croissance, ou 2. Attends, tu t'es endetté de combien pour avoir 2% de croissance? Parce que tant qu'on n'a pas ce chiffre-là, bon. Donc la croissance, ça pèse sur tous les pays, aucun n'y échappe. Il n'y a aucun pays qu'aujourd'hui a une croissance sans dette supplémentaire qui lui permettrait de tirer l'emploi. Ça, c'est un petit Moscovici français qui fait « Waouh ! 0,1 », on en est là. Ouais. Des fois, c'est moins 0,1. L'autre chose, c'est la chose centrale, c'est la productivité. Cette révolution-là, la productivité, c'est quoi? Productivité, c'est qu'on est capable de travailler, de produire plus vite, avec moins de choses. Ça, c'est la même chose dans tous les pays. Pourquoi c'est la même chose dans tous les pays? Parce que nous avons les mêmes ordinateurs, nous avons les mêmes robots, nous avons les mêmes engrais chimiques dans l'agriculture, nous avons partout, et c'est tant mieux, un niveau universitaire qui monte. Bref, on est capable de travailler plus vite, de travailler mieux, de travailler plus intelligemment, et il n'y a pas de différence fondamentale. L'ordinateur qui remplace un salarié, c'est le même en Angleterre, en Allemagne, en Scandinavie ou en Espagne. C'est le même logiciel qui va aussi vite. Le robot, c'est le même, etc. Donc cette productivité-là, elle est partout, elle est très forte et elle écrase les choses. Et c'est aussi pour ça qu'il faut se méfier de quelque chose. On dit, il faut... en gros, pour faire simple, on va dire... c'est la mondialisation qui pique nos emplois. C'est un peu vrai, un tout petit peu vrai, mais c'est surtout très facile. Si c'est la mondialisation, c'est la faute des Chinois, c'est la faute, etc. Parfois on va dire en France, chez nous, c'est la faute des Allemands qui exportent. Non, au bout d'un moment, tous les économistes maintenant arrivent à la conclusion que 85% des destructions d'emplois, y compris dans l'industrie, sont les gains de productivité. Et donc, ça écrase tout le reste. Je veux dire, vous pouvez visiter une usine de production de voitures à Valenciennes, en Allemagne, aux États-Unis ou en Angleterre, elle fonctionne de la même manière. C'est la même productivité. Et la productivité, elle est même partout. Je veux dire, vous rentrez chez McDonald's, vous sortez de chez McDonald's, c'est vous qui faites le ménage en ramassant votre plateau. Maintenant, ils mettent une borne, c'est vous qui commandez. Donc, vous passez la commande. Quand vous allez à la banque, quand c'est vous qui remplissez pour déposer votre chèque, avant il y avait quelqu'un qui le faisait, maintenant on le fait à votre place. Moi mon billet de train, j'ai pris mon billet de train sur internet. Ça c'est la productivité qu'on ne voit pas en fait. On se dit oui je prends mon billet de train sur internet, mais enfin avant on ne prenait pas son billet de train sur internet. Et toute cette productivité là, que ce soit dans la façon de consommer ou dans la façon de produire, il n'y aura pas de retour en arrière. La seule productivité sur laquelle on peut intervenir, c'est la productivité du management. Quand on commence à taper fort sur les personnes, quand en fait, l'organisation devient violente. Mais dans la plus grosse partie de la productivité, on ne reviendra pas en arrière. Donc on fait comment maintenant? Soit on dit, en fait, ce truc-là, il est un peu compliqué, je ne vois pas en quoi c'est compliqué, mais c'est un peu compliqué, donc on ne va pas le mettre dans les schémas politiques. Et c'est ce qui se fait. En fait, la politique ne se construit pas en regardant cette chose-là. Le graphique d'avant s'arrête en 90. Pour bien sûr être totalement honnête, là on est en France, mais c'est pareil ailleurs. On reprend en 90 et on voit que la productivité continue, ne s'arrête pas. C'est vraiment une tendance. Et alors, ce qui arrive en biotechnologie, enfin le croisement du numérique, de la biotechnologie et de plein d'autres secteurs, des imprimantes 3D, de ce que vous voulez, prépare une nouvelle vague de productivité qui va y aller très franchement. Il y en a qui s'en sont rendus compte. Aux États-Unis, paradoxalement, le débat est plus ouvert, puisque vous avez Robert Reich, qui était le ministre du Travail de Clinton,
et Glenn Hubbard, qui était le chef des économistes de Bush, donc des gens qui a priori ne pensent pas forcément la même chose. Hein, et les deux, quand on leur demande qu'est-ce qui s'est passé pour la perte d'emploi industriel, les deux répondent très franchement, la productivité. Là, on est aux États-Unis. Hein, vous voyez la productivité dans l'industrie manufacturière, et vous voyez la baisse des emplois. C'est saisissant à quel point c'est lié. Comme je suis un petit peu en celui-là, je passe, mais c'est quand même juste pour vous dire, c'était une synthèse, pardon, elle est sur la France, pardon ça, mais que depuis 70 en France, on produit 150% en plus, en travaillant 6,60% d'heures en moins, hein, et la population active a augmenté de 33%. Donc si vous voyez l'écart colossal qui s'est créé, et là non plus, il n'y a pas de spécificité française, à très peu de choses près, c'est les chiffres que vous retrouverez pour tous les pays. Et alors quand on se dit comment est-ce qu'il faut également intéresser les gens qui ont un boulot et qui se disent mais pourquoi je rentrais dans la réflexion du chômage, etc. Parce que avec cette productivité-là, qui crée du chômage, on voit que la courbe bleu clair, c'est les salaires. Là, on est aux États-Unis. Vous voyez que la productivité ne cesse de monter et que les salaires ne bougent pas. Donc si, quand il y a 10% de chômeurs qui ont un vrai problème social, mais qu'il y a également 80 ou 90% des gens qui disent « je ne comprends pas, j'ai l'impression que je ne suis pas beaucoup augmenté depuis beaucoup d'années ». Ah ben c'est vrai. Avec 10% de chômeurs, t'inquiète pas, tu ne seras pas augmenté beaucoup pendant encore très longtemps. Donc cette question-là concerne tout le monde. Et ceux qui ont un boulot et qui se disent « j'ai l'impression que mon pouvoir d'achat descend ». Je lisais, je crois hier, le directeur du Berlin Deutsche Institut Forschung, et qui disait que 60% des salaires en Allemagne, les salaires de 60% des gens ont légèrement baissé. On le voit totalement. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est la proportion de salaires qui sont inférieurs à 2/3 du salaire horaire médian. Parce qu'au bout d'un moment, quand on bloque, si on dit, attends, on ne rentre pas dans la productivité, on se dit, s'il y a trop de chômage, c'est qu'on est trop cher. Ça, c'est une des réponses qui arrive naturellement. On dit, bon, on n'a pas de croissance, on n'y arrive pas, on n'affronte pas la question de la productivité. Donc on dit, du coup, si on a autant de chômage, c'est parce qu'on est trop cher. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les petits boulots, alors mini-job en Allemagne, temps partiel partout ailleurs, contrat 0 heure. C'est génial, le contrat 0 heure. C'est on t'embauche, tu sors des statistiques du chômage, tu restes chez toi, si on a besoin de toi, on t'appelle. Ça, c'est au Royaume-Uni. Tout ça fait que quand même, c'est incroyable de voir à quel point les mauvaises interprétations peuvent finalement arriver à des choses dangereuses. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que tous ces gens-là, un des trucs pourrait dire, un des arguments pourrait être de dire, bosser à mi-temps, c'est mieux que d'être chômeur. Oui, c'est vrai, mais enfin, bosser à temps plein, c'est mieux que d'être à mi-temps, déjà. Et quand on est à mi-temps, on a un revenu à mi-temps. Et quand on a un revenu à mi-temps, on abonde la demande uniquement avec un demi-salaire. D'une part, on n'a pas forcément les moyens de vivre décemment. Et deuxièmement, sur le plan macroéconomique, il n'y a qu'un demi-salaire distribué pour un mi-temps ne va faire qu'une demi-consommation derrière. Et donc, là aussi, on se dit, en fait, on a l'impression que la demande ne part pas beaucoup en Europe, là, que ça cale un peu partout. Mais ça cale forcément avec ce niveau de petits salaires. Et donc, quel est l'intérêt d'avoir 25% des gens qui gagnent un demi-salaire? Ça n'a aucun sens. Aux Pays-Bas, quand on a 49% de temps partiel, ça veut dire que le modèle d'un couple hétéro aux Pays-Bas, puisque 75% des femmes sont à temps partiel, le modèle d'un couple hétéro aux Pays-Bas, c'est 1,5 salaire. C'est la norme. On ne gagne pas 2 salaires quand on travaille. Quand on travaille aux Pays-Bas, on gagne 1,5 salaire. Monsieur ramène 1, madame ramène 0,5. Avec 1,5 salaire, l'économie ne peut pas tenir. On sait très bien qu'elle a besoin de consommer pour eux. Donc, c'est le bug total, quoi. Donc, je sais que cet après-midi, on va revenir là-dessus. Globalement, il faut viser 2 modèles. Et probablement, les Français ont fait du tort à la question du partage du temps de travail. Ils ont fait du tort une première fois en faisant les 35 heures de manière mal financée, avec un débat qui a été mal fichu, de manière trop autoritaire. Et on a fait du tort une deuxième fois en disant il faut partager le temps de travail d'une seule manière par la loi. Moi, je ne suis pas pour la diminution du temps de travail. Je ne veux pas diminuer le temps de travail des chômeurs, je ne veux pas diminuer le temps de travail des temps partiels. Donc,
si on veut faire de la pédagogie en sortant pour porter ce débat, ne parlons plus jamais de diminution du temps de travail. Ne dites pas que nous sommes pour le partage du travail. Dites vraiment que nous sommes pour un autre partage du travail. Parce que celui-là n'est pas efficace économiquement et n'est pas juste socialement. Alors, du coup, ça veut dire, mais vous voulez, quel autre partage vous voulez? Il y a deux modèles. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un modèle qui soit de dire il faut faire le truc à la française, 35, 32, machin. Bon. Les pays ne sont pas au même niveau. Pour les pays qui sont, on va dire, comme la France, je veux bien revenir juste sur ce dernier point en arrière. Là. Il y a les pays qui sont aujourd'hui à 25% de temps partiel. Ils ont choisi un modèle fort, entre guillemets, par la négociation. Simplement, ces 25%, ou 26% même pour certains, ces 25% de temps partiel sont à 18 heures. Là, on peut dire, si on est parti dans ce modèle-là, une des façons de faire est de dire, peut-être parce que les gens sont plus volontaires pour travailler à temps partiel, parce qu'il y a une culture, tout un tas d'aspects sociologiques qui sont importants et qu'il ne faudrait certainement pas oublier. Mais dans ces cas-là, organisons-nous pour que ces temps partiels se rapprochent d'une semaine de 3 jours. C'est-à-dire d'un 60%. C'est une façon de faire. Il n'y a pas que ça. On peut dire, oui, effectivement, il y a des pays qui semblent se diriger, qui ont choisi un modèle et qui est pas mais qui bug encore. Mais ils ont fait un vrai choix qui bug. Débugger leur choix, ça serait de ramener les 25% de gens à temps partiel vers une semaine de 3 jours. Parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile à faire en ce moment. Comment on peut le faire? Il y aura des personnes qui en parleront cet après-midi, mais notamment par des incitations fiscales. De dire, en fait, c'est plus cher d'employer les gens de 18 heures que de les employer, etc. Bon. Donc, on peut imaginer, oui, un modèle qui fasse ça. Par contre, il y a des pays qui sont aujourd'hui, qui ont beaucoup moins de temps partiel. Je pense à la France, à la Finlande, à l'Italie. Là, on peut dire, attendez, le but, c'est peut-être de garder une personne être proche d'une personne sur 6 à temps partiel. On dit voilà, là si on prend l'ensemble, c'est dire 75% des gens. Ah oui, chaque fois je pars des 100, hein, y compris les chômeurs, donc les 5 où il y a toujours les 5% de chômage. Mais donc de dire voilà, et un autre modèle qui serait 80% de temps complet, 15% de temps partiel. 15% de temps partiel, c'est ce qu'il y a en Finlande. La France est un petit peu au-dessus. L'Italie est à peu près à ça aussi. Et puis, effectivement, 5% de chômeurs. Donc, il y a vraiment deux façons de partager le travail par rapport à l'existant. Mais en tout cas, les deux modèles qui existent en Europe, les deux sont buggés. Donc, une des suites de la journée va être d'envisager comment les débugger, ces deux modèles. Oui, bonjour, donc Rémi. Moi j'habite à Strasbourg, à proximité, et donc je suis un peu intéressé à ces questions d'emploi, parce que je suis personnellement en recherche d'emploi. Donc j'ai deux questions. D'une part, je vois que vous comparez les durées temps plein, durées temps partiel entre les pays, et puis après vous totalisez les heures de travail et puis vous comparez d'un pays à l'autre. Mais il me semble, si je me trompe, que ces durées que vous cumulez, ce sont des durées officielles, alors que les gens qui sont au travail, ils ont une durée officielle et bien souvent, ils font plus. Les gens qui sont à temps plein, ils font un plus que temps plein, ils ne font pas 40 heures. Il y a un certain nombre qui font un nombre d'heures incroyable. Et puis même les gens en temps partiel, il y a quand même une réalité économique. Beaucoup de gens, en fait, ils sont payés à temps partiel, mais ils font beaucoup plus d'heures que le temps partiel. Il faut presque à temps plein. Alors bon, je ne sais pas par rapport à ça ce qu'il en est. Donc là, vous pourrez me répondre. Et puis l'autre question, en fait, ce qui m'interpelle, c'est que vous pensez toujours productivité et croissance. Alors qu'il y a quand même un autre débat qui est aussi de plus en plus fort en relation donc, aux questions environnementales notamment, c'est qu'on pense plutôt décroissance, de consommation globale. Alors je sais bien que c'est un angle d'attaque qui est difficile parce que ça remet en question les questions, comment dire,
progressiste, parce que y a un piège dans cette question-là, mais savoir un petit peu comment vous vous adoptez par rapport à ce sujet. Merci monsieur. Alors, sur les durées du travail, je n'ai pas pris les durées officielles, j'ai pris les chiffres d'Eurostat et qui fournissent également les durées effectives. C'est pour ça qu'en France, la durée officielle est à 35, mais qu'en fait, une fois qu'on a rajouté les heures supplémentaires d'énormément de personnes, on monte à 37 ou 38. Donc j'ai pris les durées effectives, j'ai pris les données qui prennent en compte les durées effectives et pour les temps pleins et pour les temps partiels. Hein. Non, pas officiel, effectif, c'est-à-dire déclaré par les salariés eux-mêmes et qui inclut les heures supplémentaires hein, qu'ils ont pu effectuer. Pour ce qui est branché croissance, non, je suis pas du tout branché croissance puisque vraiment je montre qu'en fait on peut pas je suis convaincu qu'on peut pas compter dessus et que c'est pas un accident qu'elle n'est pas là en ce moment, elle ne reviendra pas à un niveau suffisant. La décroissance. Tant qu'on ne me dit pas de quoi, moi je suis pas pour. La décroissance reste tellement liée à l'idée de PIB que je préférais qu'on arrête même de parler de PIB pour dire qu'il monte ou pour dire qu'il descend. Parce que si c'est pour dire décroissance de la santé, décroissance de la culture, moi je suis pas pour. Donc pour pas rester piégé par ce PIB où il y a ça qui croît, ça qui décroît, moi il y a plein de secteurs, je suis très pour qu'ils soient en décroissance, et il y en a plein, je suis pour qu'ils soient en croissance, parce que je trouve que la vie est mieux quand ils se développent. Après, je suis branché productivité, je suis pas branché productivité, c'est-à-dire que je suis pas pour qu'il y ait plus de productivité, d'une part parce qu'on a finalement assez peu la main là-dessus, c'est les processus de recherche, de mise au point, d'intégration dans le processus productif, donc on ne peut pas vraiment les accélérer, et je ne souhaite pas mettre plus de pression. Non, je ne suis pas pour plus de productivité, par contre je suis très branché productivité pour qu'on fasse comme si elle existait, parce qu'elle est partout. Donc ça, là-dessus, oui. Oui, je suis Liliane Tetsi, et je suis une ancienne syndicaliste, et justement, c'est pas une question, c'est pour appuyer ce qu'il dit. Parce que, par exemple, là, quand vous avez parlé du temps partiel qui consommerait moitié, et c'est normal, et ça déjà, nous le dénoncions et on le disait à la branche professionnelle, parce que j'ai été négociatrice de la branche, et on le disait, mais les patrons ne voulaient pas l'entendre. Par contre, il y a quand même quelque chose qui me frappe, et l'étude, vous l'avez faite, et des analyses de ce type, j'en ai fait je ne sais pas combien, et même je l'ai transmis parfois à des gouvernements en l'envoyant par des biais, et on peut se demander pourquoi et comment ils ne le voyaient pas. Parce que quand vous parliez de l'arnaque, je me dis que de deux choses l'une, ou bien c'est vraiment parce qu'on est arnaqué, donc les peuples sont arnaqués, leurs dirigeants sont arnaqués, personne ne voit rien, ou alors il y a des gens qui le savent et qui ne veulent pas que ça change. Moi, ça c'est mon point de vue, parce que je ne m'imagine pas que nos dirigeants ne voyaient pas ça. On ne me fera jamais avaler ça, parce que tous les calculs que vous faites, je vous dis, je les fais en son temps, et j'ai constamment dénoncé ce genre de choses, et d'ailleurs ça a valu que la juriste de la branche professionnelle où je travaillais, un jour, après qu'elle était en retraite, m'a écrit, j'ai toujours la lettre, en disant « Oh, comme c'était juste que vous disiez, mais que personne ne voulait entendre. » Je ne sais pas si vous avez une réponse, Jean-Marie. J'ai une réponse. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est, vous dites, est-ce que vraiment ils y croient ou pas? Et là, on pourrait dire, mais ils sont intelligents, évidemment, ils le savent, mais ils s'en rendent pas compte. J'ai un vrai doute. Hein. Dans le débat en Allemagne entre les deux tours, Angela Merkel a dit que l'Allemagne était au plus haut niveau d'emploi atteint depuis le plus haut niveau d'emploi avec 26% de temps partiel. Mais par contre, comme elle voit le taux de chômage, je crois qu'à la fin, ils finissent par penser que ça va. Moscovici disait il n'y a pas longtemps en France également que l'Allemagne est au plein emploi. Et vraiment, là, c'est une question de fond. C'est est-ce qu'ils sont malhonnêtes intellectuellement ou est-ce qu'ils se sont auto-convaincus? Et je crois qu'ils ont fini par s'auto-convaincre. Vraiment. André Martin de Lyon.
J'ai été délégué syndical CFDT pendant 30 ans dans une entreprise franco-allemande que tout le monde connaît, qui s'appelle Siemens. Et je veux simplement intervenir sur ce qu'a dit Jean-Marie Perbaud, que la loi sur les 35 heures en France aurait eu notamment le défaut d'être trop autoritaire. Et vraiment, y compris les partisans du partage du temps de travail ont tendance à qualifier ainsi, entre autres, cette loi de trop autoritaire. Moi, j'ai vécu ça du début jusqu'à la fin, y compris dans les négociations dans mon entreprise, et je ne partage pas du tout ça. Très rapidement, il y a eu 2 lois. Une première loi qui a fixé le cap, une loi de 98, indiquant qu'on ira vers une durée légale de 35 heures. Il s'en sont suivis 2 années de négociations dans les branches industrielles. Pendant 2 ans, ça a négocié. Et la deuxième loi a tenu compte de ces négociations dans les branches, a tenu d'ailleurs un peu trop compte, en légalisant le contrat de travail un jour, qui est un vrai scandale, et que subissent 2 millions de salariés en France. Et ensuite, il y a eu, après la deuxième loi, des négociations pendant 1 an dans toutes les entreprises. Tout était discutable. Et il n'était pas du tout interdit d'instaurer dans l'entreprise 37 heures. Les heures supplémentaires étaient possibles. Donc vraiment, ça a été une opportunité de négociation quasiment pendant 3 ans, depuis la première loi jusqu'à la mise en œuvre dans les entreprises. Une réponse ? Non, vous avez entièrement raison qu'il y a eu cette négociation. Je voulais juste dire que par rapport à d'autres façons de négocier en Europe, là, certes on négociait, mais à partir d'une loi qui arrivait d'en haut. Et je pense que pour beaucoup de pays, la loi qui arrive d'en haut sera pas la façon de faire avancer la question dans la plupart des pays européens. C'est juste ça que je voulais dire. Si on attend qu'il y ait une loi très stricte qu'on peut ensuite négocier en prenant le temps, je pense que ça ne fonctionnera pas dans la plupart des pays qui ont une autre façon de faire. C'était ça que je voulais dire.